Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la 5ème de couvre, l'émission de débat autour du manga. Chaque année au mois de juin, il est question de musique. D'abord avec la fête de la musique, le 21 juin, et puis avec le Hellfest, qui chaque année fait parler d'une manière ou d'une autre. Cette année encore, on y fait la part belle aux jeunes groupes, avec sur scène Kiss, Iron Maiden, Motley Crue, Sum 41. Non, je charrie, ok. Non, parce en plus, c'est toujours d'être faire sur scène. Mais si je vous parle de ça, c'est parce que ça fait longtemps qu'on voulait faire un lien entre musique et manga et musique. D'une part parce que bien souvent les auteurs dessinent en musique, et d'autre part parce que les artistes adorent les artistes musicaux adorent le manga et inspirent pour certains même des personnages de manga, comme c'est le cas entre Kiss, qui est à l'affiche du Hellfest, et le manga Détroit Metal City, qui est un titre en plus qu'on adore de longue date. Et ou bien il y a Evol aussi de Atsushi Kaneko, dont on a parlé il y a quelques semaines et dont on va parler aussi dans cette émission. Donc voilà, même si dans le titre on dit qu'au Hellfest et manga tout ça, non, on va pas parler que du Hellfest pendant une heure, mais on va bien parler de manga et de musique pendant une heure, même si on trouve des mangas au Hellfest, Robin. Tout à fait, dans la fameuse halle des produits dérivés et autres goodies, la halle où vraiment la chaleur se fait sentir encore plus que dans les autres endroits parce que c'est vraiment une espèce de tente avec que plein de trucs métalliques qui conduisent de la chaleur et tout, donc c'est vraiment l'enfer quoi au Hellfest là-bas. Mais effectivement il y a Kata qui a notamment un stand assez fourni et souvent les gens de chaque Kata sont très cool et très voilà, c'est bonne ambiance quoi, vraiment c'est la bonne ambiance du Hellfest mais autour du manga quoi. Et en plus cette année il va faire une chaleur wow. Mais j'ai l'impression que c'est chaque année comme ça. Là j'ai l'impression que c'est encore plus chaud, ouais, mais chaque année on se dit que c'est encore plus chaud. Ouais. Non, mais l'année dernière c'est un peu particulier parce qu'il y a eu 2 week-ends comme ils avaient rattrapé le Covid, et il y avait un week-end où il avait plu et l'autre il avait fait très chaud. Moi j'étais évidemment celui où il a fait très chaud. mais oui, souvent c'est parce que t'es pas assez fan de boue. Oui, c'est ça doit être ça. Mais en même temps, pour moi, voilà, c'est ça. Le Hellfest, c'est vraiment l'enfer et c'est synonyme de chaleur, de fournaise, quoi. Alors faites les cornes du diable avec les doigts et laissez-vous porter par le générique de la 5ème de couve. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Ah, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Vous écoutez la 5ème de couvre, le seul podcast où l'on peut pogoter, zouker, slammer, headbanger et aimer les mangas où il est question de musique dedans. Nos musiciens hors pair sont là. Salut Julie, salut Robin. Salut. Vous jouez de quel instrument? Moi de la guitare, principalement. Ouais, t'as les autres trucs avec des cordes aussi qui ressemblent à des guitares. Oui, j'ai une mandoline, par exemple. Qui n'est pas le truc pour... T'as pas un ukulélé? Tous les gens cool ont des ukulélés. Non, j'ai pas de ukulélé. Oh. J'ai une guitare, j'ai plusieurs guitares et une mandoline. Ouais. Julie, le kazoo peut-être? Non, moi je joue du pipeau. Non mais en fait, très sincèrement, je pense que pendant longtemps, j'ai pensé être, incapable d'écouter de la musique acoustique, tu vois, avec le A loin de... Enfin, je sais pas comment dire, mais je suis sûre que ça existe, qu'il y a un mot qui désigne les personnes comme moi qui n'entendent pas les harmonies, n'entendent pas la mélodie, et je n'entends que le rythme, en fait. Donc, après, l'oreille absolue, il y a l'oreille zéro. Voilà, l'oreille zéro. Je suis sûr que dans un manga, tu pourrais être l'héroïne, carrément, attends. Tu ressens des choses quand tu écoutes de la musique. Oui, voilà. C'est tout ce qui compte. Oui, mais si tu veux, je vais plus aller vers des trucs très rythmiques. La techno, les trucs comme ça, j'ai toujours kiffé, mais il y a plein de choses qui sont de la musique et j'ai un peu plus de mal. Il y a quelques années, elle était évidemment totalement look tectonique. Ça, vous l'avez pas connu à cette époque-là. Pitché, non. Donc, des mangas au Hellfest, vraiment, oui, on en parlait dans l'introduction de cette émission. Il y a vraiment des mangas au Hellfest puisqu'il y a un éditeur qui va en vendre. J'ai toujours trouvé que c'est une super idée déjà. Ah ouais. Oui, parce que en fait on dit le Hellfest, c'est effectivement le festival du métal le plus gros d'Europe, je crois.
Mais c'est aussi un espèce de gros rendez-vous de la pop culture, tu vois. En vrai, justement, cette fameuse halle dont je parlais, il y a des mangas, il y a des affiches de films, il y a des mecs il y a des disquaires évidemment, il y a des tatoueurs, il y a des gens qui vendent des goodies et tout. Donc c'est vraiment, je suis sûr que tu as des Funko Pop là-bas, tu vois, genre. Et vraiment. Des Kiss. Bah je crois qu'il y a des Funko Pop de groupes, ouais. Et vraiment, c'est un espèce de. En fait, je pense que les communautés du métal, geek et lecteurs de manga se croisent énormément, donc c'est aussi logique qu'il y ait du manga aussi pour ça, quoi. Ouais, je pense que côté métal, il y a toujours eu beaucoup de lecteurs de manga. Si je prends ma simple, propre, petite expérience en lien avec le rock et le métal de mes années lycée et ainsi de suite, on lisait quasiment tous du manga. Ouais, bah ouais. C'était alternatif. Exactement. Ouais. Et si je pense par exemple à un ami qui lui fait partie de l'industrie musicale, c'est un gros fan de manga. Chaque année il vient chez moi à Japan Expo et puis je lui refile des bouquins. Ouais, je pense que c'est des imaginaires qui sont assez proches parce que le métal, il y a un côté performance, amitié, fort victoire, tu vois, dans le métal aussi, quoi. Mais je pense que non, mais il y a une vraie parenté aussi à ce niveau-là, quoi. Qui explique que souvent on aime le métal et le manga en même temps, quoi. Il y a bien des Funko Pop rock collection, hein. Oui, bah donc il y a Elvis, bon ça c'est pas vraiment Hellfest mais ça pourrait, mais c'est rétro. il y a Joe Perry d'Aerosmith, Noel Gallagher, Freddie Mercury version concert de Budapest. Non, il y en a, voilà. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'au Hellfest, à mon avis, il y a la Funko Pop de Jon Snow, tu vois. Ce qui n'a aucun sens à être là, mais genre c'est. Oui, c'est vrai. C'est vrai. En revanche, ce qui est marrant, c'est que par rapport à Spotify, on sait ce que vous écoutez comme musique. Enfin, on sait. On nous donne des statistiques de ce que les auditeurs de la 5e de couve sur Spotify écoutent comme musique. Et en revanche, il n'y a pas du tout de métal dedans. Ni de rock. C'est principalement Nekfeu, Orelsan, Angèle, les trucs français du moment, quoi. D'accord. Ouais, après j'allais dire justement l'autre grosse communauté musicale qui croise celle du manga, c'est le rap, quoi. Mais donc ça paraît pas déconnant non plus que des artistes de rap y soient, mais voilà. Et puis il y a toujours eu des groupes français qui se sont inspirés de manga. Alors le groupe de rock le plus célèbre et le plus apprécié au monde, pourquoi tu rigoles tout de suite? Je sais ce que tu veux dire. Qui s'est inspiré de Samurai Deeper Kyo pour trouver son nom. Quel groupe Kyo? Parce que j'allais parler de Kyo, que ça allait te faire rire. Oui. Mais il y a des tas de gens qui apprécient toujours Kyo aujourd'hui. Mais est-ce qu'ils apprécient vraiment, ou est-ce qu'en fait ils apprécient se replonger dans une période de leur existence qu'ils ont aimé, tu vois? Est-ce que c'est la musique en elle-même Après, c'est aussi un des pouvoirs de la musique, je suis d'accord. Tout à fait. Mais bon, il y a Kyo, mais il y a surtout qui est présent au Hellfest. Moi, j'ai essayé de raccrocher un petit peu à l'émission. Rise of the North Star, groupe français, toujours énormément inspiré des cultures populaires et des cultures imaginaires japonaises, et qui l'imposent aussi sur scène. En plus, c'est visuel, quoi, avec eux. Bah, ne serait-ce que leur nom, puisque c'est un hommage à Hokuto no Ken, si je dis pas de conneries. Exactement. Donc oui, clairement, eux ils font. Mais je pense que c'est pas les seuls. En vrai, il y a plein d'autres groupes dont on connaît pas forcément les relations directes, mais oui, eux disons que c'est la plus revendiquée et la plus ouvertement revendiquée. Mais et ils sont dimanche sur scène. Ah. Je vous donne l'info. Si jamais vous êtes au Hellfest. Bon, j'imagine que vous savez. C'est clair. Mais en tout cas, manga et rock, ça semble être un petit peu la paire parfaite parce que. À travers la musique rock, tu peux raconter, à travers la musique, l'histoire de ces groupes qui sont bien souvent hauts en couleur, tu peux raconter tout un tas de choses. Ça c'est propice à la narration, à raconter des histoires, et d'où le fait qu'on se retrouve avec des mangas comme Beck ou Nana par exemple. Ah bah oui. C'est la fondation du groupe, les galères du début, devoir jouer dans des parcs au Japon, ce genre de choses. Et surtout la fameuse, l'interrogation, la fourche. Est-ce que tu vas vendre ton âme d'artiste, signer chez la maison de disques ou pas? le truc de est-ce qu'il faut quitter les oripeaux de saltimbanque et dire non, moi je veux vivre de mon art, et puis te rendre compte que bah non, le marketing ça peut aider aussi, quoi. Ouais, et puis je pense que dans la nature même de la musique rock, il y a ce côté, je disais, explosif, propre à justement ce que le manga sait très bien faire, c'est communiquer l'expressivité des persos et tout, et bah c'est un truc très rock aussi, quoi.
les groupes de rock, ils aiment beaucoup aussi. Tu sais, ils font des grimaces sur scène et tout. Donc Ils sont dans on la a mise en souvent, scène, on a souvent tendance à dire que le manga, voilà, il surjoue les expressions des persos. C'est un truc que tu retrouves aussi dans l'attitude des rockers, quoi. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a des choses qu'on retrouve. Alors, c'est un petit peu daté maintenant, mais ça représentait quelque chose à l'époque dans des mangas comme Beck ou Nana. Il fallait vraiment aller dans le parc près de Harajuku pour faire de la musique, essayer de se faire connaître. Il y a un autre quartier qui est à l'ouest de Tokyo, qui est aussi le quartier des salles de concert, dans lequel il y a plein de petites salles de concert et dans lequel tu vas jouer, essayer de te faire connaître. Moi, quand je suis allé là-bas la première fois, à la fin des groupes, donc on est dans les années fin des années 2000, début des années 2010. Internet n'est pas ce qu'il est aujourd'hui, même s'il y avait déjà Japon, pas mal de choses, notamment Asian Kung Fu Generation qui s'est fait beaucoup connaître comme ça. Mais à la fin, on te filait des CD. Oui. Tu sais, t'avais payé pour rentrer dans la salle, mais à la fin, on te vendait pas le CD du groupe. Le groupe te donnait ces CD pour se faire connaître. Après, je pense que la culture musicale moderne japonaise, c'est aussi tout un empire. En fait, on n'a pas l'impression, parce qu'on est très éloigné. On l'aperçoit un petit peu quand on parle des boys bands, qui malheureusement ont été complètement éclipsés par la vague coréenne. Et pourtant, à la base, les AKB 40, je sais pas combien, parce que maintenant elles sont tellement nombreuses sur scène, ou bien même le fameux statut de idol, que ça soit pour les hommes, avec les fameuses agences de Johnny's, ou avec les idols tels qu'on connaît, avec les petites jupettes, les costumes très colorés, les filles qui font des chorés sur une musique pop sirupeuse. Donc, je pense que tout ça, c'est juste la partie la plus visible d'un iceberg qu'on n'imagine pas trop. Et moi, j'ai déjà vu aussi des mangas qui t'expliquaient comment on formait ces artistes, ou comment c'était aussi une industrie qui avait différents métiers, que tu pouvais devenir producteur, que tu pouvais travailler dans le sound design, ou tu pouvais même être professeur spécialisé dans, on va dire, l'élevage, je sais pas comment dire, le fait de faire grandir un artiste, de lui donner des conseils vraiment spécifiques pour qu'il puisse percer dans sa carrière telle qu'il le souhaite, etc. Donc il y a tout cet aspect-là qui parfois est exploré même à travers le manga, mais malheureusement c'est pas toujours, ça vient pas jusque chez nous. Et tout à l'heure on parlait donc de Kiss, tout ça. Moi ça m'a fait penser à Detroit Metal City, puisque il y a eu une édition de Japan Expo où le groupe Seikimatsu, et qui est donc le Kiss japonais, qui est vraiment un monument de la culture métal au Japon, avec des costumes extravagants, des personnes qui sont... Métal / visual kei. Oui, très visual kei. Et en fait, il y a tout cet aspect-là aussi qui est venu en France dès les années 90, vraiment avant les années 2000. Et il y avait une grande communauté C'est difficile maintenant d'évaluer le nombre de personnes qui étaient inspirées par ça, mais il y a eu énormément de groupes de visual kei qui ont fait le déplacement jusqu'en France, jusqu'en Europe, pour rencontrer des publics qui les connaissaient que grâce à des CD importés, ou bien les premiers trucs qu'ils trouvaient sur Internet, alors que c'était encore balbutiant, quoi. Et je trouvais que c'est vrai que ça passe tellement vite, en fait. Parce que t'as l'impression d'en parler comme une grand-mère, tu vois, alors que c'est des choses qui datent d'il y a grosso modo une vingtaine d'années. Ouais. C'est fou. Je reviens juste sur un détail. Tu parlais des Johnny's. Oui. C'est donc une agence de gestion de carrière, de stars. Ça n'a rien à voir avec Johnny de la 5e de cour. Non, on l'embrasse. C'est pas un groupe de fans de lui. C'est une agence. Et il serait tellement content. Peut-être qu'il existe un groupe de fans de Johnny qui s'appelle les Johnny's. Oui, mais il faut qu'il danse. Non, mais en fait, on dit les Johnny's parce que il y a eu une agence qui les a, qui a lancé cette mode. En ce moment, il a des petits problèmes parce qu'il y a un petit MeToo idol / Johnny. C'est surprenant. Ouais, c'est surprenant. Vraiment, on se dit ouh là là. Bon. Et non, c'est vraiment pas rigolo, mais c'est pour dire aussi que depuis tout à l'heure, je me retiens de dire à chaque fois, ils ont lancé un produit, parce qu'en fait, c'est ça, c'est une vision aussi
du loisir et de quelque chose qui devrait être artistique, vraiment formaté à un tel point que ça en devient un produit commercial, point barre, quoi. Et malheureusement, ce sont des artistes, ce sont des personnes qui donnent leur temps, leur jeunesse, toute leur énergie, tous leurs espoirs parfois. Et c'est là où ça fait plus mal, finalement. Ouais, ça après, c'est pas nouveau, hein, la musique, de toute manière. Hein, depuis l'invention de la pop, on peut dire, dans les années 60, il y a ça depuis vraiment l'invention de la pop, c'est des managers ou des producteurs qui créent des produits. Et bon, après, t'en as qui arrivent à se révéler en tant que véritables artistes, type les Beatles et tout, mais genre en vrai, au départ, c'est des groupes qui sont presque conçus comme des produits, quoi. Ouais, complètement. Juste, je reviens encore sur un autre terme que j'ai utilisé, c'est le visual kei. Ah oui. Visual kei, c'est pas forcément un terme super connu, non, même pour des lecteurs de manga. Sérieux? Le visual kei ou le visual rock, c'est un mouvement musical japonais qui est caractérisé par déjà le port de costumes, de maquillage, de costumes, des vêtements très élaborés, plutôt inspirés du Japon d'avant. Ah bon? Plutôt avec un peu de théâtre kabuki, avec plein de choses comme ça, avec une esthétique qui peut être androgyne également. Carrément. C'est le glam rock japonais. C'est une sorte de glam rock, on peut. Oui, parce qu'en fait éventuellement, après il y a une, c'est des gens qui sont arrivés sur une scène en disant on revendique plutôt quelque chose qui est très visuel, très spectaculaire. Mais point de vue musical, ça pouvait être du rock, ça pouvait aller vers du métal, ça pouvait aller vers des choses plus harmonieuses, plus mélodiques. Je ne connais pas le terme technique, ne me jetez pas de cailloux s'il vous plaît. Mais il y avait aussi, il y a eu plein d'artistes qui Mana ou des personnes qui ont participé aussi à l'élan des années 2000, de cet engouement français pour le manga, pour le Japon, pour plein d'aspects comme ça culturels qui, encore une fois, semblaient venir de très loin, alors qu'en fait c'était vraiment inspiré de plein de choses à la fois japonaises et à la fois occidentales. Et il y en a donc un groupe qui a symbolisé le début de ce visual kei, qui est un groupe célèbre, et vous allez peut-être connaître probablement le nom du chanteur, ce qui vient à Japan Expo régulièrement. Ouais. Ce groupe, c'est X Japan, qui est un groupe mondialement connu, et cet artiste, c'est Yoshiki. D'ailleurs, j'étais à la conférence de presse de Japan Expo cette semaine, et Yoshiki a laissé vraiment un message, mais il a laissé un message répondeur qu'on nous a diffusé pendant la conférence de presse. C'est tout lui. C'était très drôle, parce que du coup, je pense qu'il devait être tard, et il parlait tout bas comme ça, il fait... Il parle en anglais, tout ce qu'il parle très bien en anglais. Ouais. Mais avec une voix toute basse, un peu défonce, ça me fait beaucoup. En fait, il est très, pour certains, assimilable à Céline Dion, quoi. Genre, il préserve sa voix, machin. Après, c'est très marrant parce que moi, j'ai vu l'exposition sur les kimonos qu'il y avait eu au Quai Branly, au musée du Quai Branly. Oui, j'ai vu aussi. Et en fait, Yoshiki a dessiné une partie des kimonos de la période contemporaine qu'on voit tout à la fin de l'exposition, parce que sa famille est dans la confection de kimonos depuis plusieurs générations, et c'est marrant. Voilà, toutes les routes se croisent, ça fait ex-Japan. Et donc je replace encore un truc que tu as dit pour essayer d'expliciter tout. Effectivement, le Japon fait partie des 3, 4, 5 plus grosses industries mondiales du disque en termes de chiffre d'affaires. Pourquoi ? Parce que pendant très longtemps, ils ont arrosé toute l'Asie, bien plus que l'Occident. D'autre part, parce que ils font beaucoup de chiffre d'affaires, parce que au Japon, les CD, ça coûtait extrêmement cher. Nous, on était contents quand on avait un CD pour 9 €, tu vois. Je sais plus combien c'était en francs à l'époque. Tout ça. Ça a toujours été très très cher au Japon. Il y a toujours eu des éditions super collector et ainsi de suite. Alors qu'en France, c'était assez timide. Et ensuite ils ont des groupes de guitaristes, de guitare héros super célèbres. Oui. Il y en a un qui s'appelle Bzz, B''Z, Biz. Oui, Bzz. Oui. Qui est une référence dans Shaman King. Qui est une référence tout à fait dans Shaman King. Et c'est ces deux guitares héros ultra célèbres qu'on remplit des stades entiers en Asie, qui ont évidemment leur étoile malgré tout au Rock'n'Roll Hall of Fame, mais voilà, qui sont pas super connus en France. Mais en fait, il y a beaucoup d'artistes japonais, de musiciens japonais qui travaillent dans des groupes qui font les petites mains, je sais pas comment, qui sont là pour la partie technique, on va dire,
et ils sont très reconnus. Parce que, je sais pas, ils sont appréciés, ils font du bon travail. Il y a beaucoup d'allers-retours entre les États-Unis et le Japon, beaucoup plus qu'avec la France, je pense. Et c'est pour ça on a toujours l'impression que nous on les découvre, on fait on connaissait pas. Et puis en fait, de toute façon, le Japon est un pays qui a développé très vite une ingénierie musicale très à la pointe, quoi, que ce soit avec Yamaha. des grosses marques, voilà, type Yamaha, bon, tant Sony, pis. voilà. Non mais bref, il y a vraiment c'est un pays qui a toujours été à la pointe sur cette technologie-là, donc après ça c'est le hardware ou le software, et puis après t'as les gens qui vont utiliser cette technologie-là, donc ça paraît assez naturel finalement que ça se passe comme ça aussi, quoi. Et on revient et on retombe donc sur le manga, et on parlait de Kiss en intro, de Kiss qui est la tête d'affiche c'est ça, c'est les plus gros je crois cette année au Hellfest. Ouais, je sais pas, c'est ceux qui sont le plus en avant, je veux dire. C'est le nom qui est tout en haut. Oui, c'est ça. Je crois que c'est eux qui sont tout en haut du line-up. Souvent, oui. Ou à côté d'Iron Maiden. Les groupes genre Kiss, Iron Maiden au Hellfest, ils passent un peu vraiment. Donc c'est les avant-derniers groupes des gros soirs, c'est-à-dire le vendredi et le samedi, parce que c'est ceux qui ont généralement des shows de ouf, quoi, avec des super effets pyrotechniques, machin. Et j'ai eu l'occasion de voir les deux pour le coup, et c'est vrai que c'est assez impressionnant, même si je suis pas giga client de la musique d'Iron Maiden ou de Kiss, mais c'est vrai que les spectacles à voir sont assez marrants, quoi. Et Kiss qui a donc inspiré un manga qui s'appelle Detroit Metal City. Si vous êtes extrêmement assidu de la 5e de couve, oui. On en a parlé dans une des émissions des mangas oubliés. Oui. Je crois que c'était ça, hein, Julie. Oui, complètement. Et qui est un manga top. Alors, ça s'appelle Detroit Metal City, donc en rapport à une chanson, de Kiss. Et l'histoire, c'est un salaryman qui se retrouve à devoir incarner une star de la musique, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il a une double vie, quoi. Ouais, non, en fait, c'est surtout que lui, il voudrait faire de la pop suédoise. Et en fait, ça ne marche pas du tout. Alors, le seul truc qu'il a trouvé pour au moins vivre de sa musique, c'est de se grimer complètement en une espèce de hyper démon de la scène avec un maquillage effrayant qui a le record absolu de fuck à la minute dans ses chansons et qui gratte sur ses guitares comme un enragé. Et évidemment, c'est pas du tout ce qu'il est dans la vraie vie. Et pas du tout ce qu'il voudrait être dans la vraie vie. Et donc, il se retrouve coincé entre un impresario complètement barge, qui est, elle, tout à fait complètement dans le délire sex, drogue, rock'n'roll, quoi. Et la petite amie qu'il aimerait séduire, enfin, en tout cas, la personne qu'il aimerait séduire, et qui, elle, est journaliste musicale, mais pour la pop suédoise. Et fan de Jack Johnson et ce genre de truc, quoi. Que tu sais pas de la pop suédoise, ceci dit. Mais c'est juste pour avoir un peu l'idée. Manga donc qui est plus trop disponible en France, même si les premiers tomes avaient été suffisamment imprimés pour que ça se trouve à moindre frais. Ouais, puis surtout l'auteur est revenu là un peu sur le devant de la scène, donc peut-être que ça va... Que quelqu'un rachèterait les droits. Ouais, oui, non mais en tout cas, au moins qu'il y ait un éditeur qui propose une version numérique mais légale. Ce serait sympa. Ouais, bon, quitte à faire la version numérique, autant faire... mais le prix du papier... Oui, bon, le prix du papier... Ça rebaisse. Mais tu vois, ça rebaisse. Ah, merci. Écoute Robin maintenant, donc c'est bon, on peut réimprimer plein de trucs. Yay. Imprimer Kinnikuman, s'il vous plaît. J'en ai plein d'autres, j'ai une grande liste, hein, si jamais des éditeurs nous écoutent, ils veulent une liste complète de choses invendables. J'ai énormément d'idées. Detroit Metal City, donc effectivement manga très très drôle. L'auteur revient avec un titre qui s'appelle Who's Next. Pas du tout sur la musique par contre. Pas du tout sur la musique, effectivement, là c'est sur des monstres et c'est très trash aussi, c'est très rigolo. C'est très rigolo, c'est très, parce très qu'il a un dessin très, très clair, très sage, et puis en fait il dessine des horreurs. Tu m'étonnes. Donc Detroit Metal City qui est donc vraiment le lien avec d'autres titres aussi. On avait Backstreet Girls qui était aussi dans la musique, comme ça, tu te souviens? Enfin la musique c'est vite dit. Ouais, mais en fait comme il est extrêmement second degré, j'ai toujours associé Backstreet Girls et Detroit Metal City. Oui, parce que en fait, pour moi, ils se ressemblent aussi dans la mesure où, comme on disait un petit peu plus tôt, ils parlent de l'industrie musicale au sens très large, et ils montrent un petit peu, ils soulèvent un petit coin du rideau en disant haha, c'est pas beau ce qu'il y a derrière. Même si là, il est pas question de métal mais de idol. Oui.
Et surtout de Yakuza Idol, donc c'est un peu plus. Parce que l'histoire c'est ça, compliqué. c'est en gros un chef Yakuza pour punir ses sous-fifres, les oblige à se grimer en idol. Ah non, mais il leur a fait faire une opération, c'est ça. C'est en vrai qu'il y a une Thaïlande opération, et j'avais tout. oublié. C'est très très limite. Il les oblige quand à même. se faire opérer pour devenir des idoles femmes. Et rembourser en devenant très rentable, quoi. Mais... Et voilà. Ah, il y a du boulot. C'est complètement what the vraiment fuck, ça n'a aucun sens. Le plan machiavélique débile, c'est le complètement. moins applicable au monde. Et puis on a à l'inverse des auteurs qui adorent la musique. Alors là, on commence à en avoir une belle. Bon, en tout cas, quand on commence à dresser la liste, on fait. Ah, il y a quand même du beau monde. Ceux qui aiment le rock, qui aiment la musique au sens même plus large, il y a déjà notre mangaka, un de nos mangaka préférés, celui dont on parle dès que possible, c'est le mangaka punk autoproclamé, c'est Atsushi Kaneko. Oui. Qui a carrément pris un titre de Sonic Youth pour son nouveau manga. Ouais, et puis de toute façon, ça se voit dans la plupart de ces titres, il y a un rapport à la musique. Alors je dis c'est la musique au sens large, c'est pas forcément des œuvres qui sont musicales au sens strict, mais c'est des œuvres dans lesquelles l'esprit punk ou l'esprit rock est présent, vraiment omniprésent, quoi. Et c'est ça qui aussi fait que il y a des liens entre le manga et la musique, même si c'est des médiums qui sont très différents, c'est que ils transportent chacun un peu aussi cette volonté des fois d'utiliser l'art pour un peu casser des codes, briser des barrières, etc. Et clairement, Kaneko, lui, il fait du manga punk, tu vois, c'est marrant parce qu'on se met à coller un adjectif qui est musical, on va dire. Musical, Ouais. mais qui est devenu un mouvement social, on pourrait dire. Mais vraiment, on peut la coller à un médium qui n'est pas du tout un médium musical, quoi. Donc c'est là où justement il y a je trouve un mariage intéressant et presque. Je dirais que c'est presque là où le manga est le plus intéressant, c'est quand il s'empare de la musique vraiment comme une espèce d'esprit ou d'essence, quoi. Pas forcément de volonté de décrire un milieu, même s'il y a des mangas, on en reparlera peut-être encore plus tard avec d'autres, qui font ça très bien. Mais pour moi, les mangas les plus réussis, c'est ceux qui arrivent vraiment où vraiment justement cette passion musicale de l'auteur, elle se ressent dans son travail plus que dans ce qu'il va décrire, quoi. Ouais. D'ailleurs, il avait dit lors de sa conférence. C'est ça, j'allais te lancer. Il a fait une conférence à Paris. Tu y étais. C'était à la maison de la culture japonaise à Paris. Ouais. Et elle était quasiment axée au moins 50% musique, cette conférence. J'ai pas ressenti ça. Pas tant que ça. Mais par contre, ce qui était intéressant, c'est que il était installé sur une scène, il discutait avec la personne qui l'interviewait. Donc, c'était Miyako Slocum et évidemment Federico Anzalone. Voilà. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont projeté, par exemple, les images de pochettes de disques qu'il avait vues et qui lui avaient donné envie de devenir mangaka. Ou bien de groupes, pareil, qui étaient vraiment du gros rock bien contestataire, quoi. Et qui lui ont donné envie de s'intéresser à autre chose que ce qu'on lui proposait. Et après, oui, lui-même, il a fait des incursions. Il a dit qu'il avait monté un groupe de rock avec d'autres mangaka qui sont malheureusement pas connus en France. Mais que ça marchait plus ou moins, quoi. Il était quand même plus doué pour faire du manga. Mais non, c'est marrant, effectivement, que voilà, là, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment artiste. Oui, même pluridisciplinaire. Enfin, genre, la musique en fait partie, même si c'est très important. Voilà. Mais et il a voulu faire du cinéma, il s'est essayé à écrire un scénario, à le mettre en scène, à le filmer. Et je pense que c'est quelqu'un qui a cette capacité incroyable d'exercer, d'explorer son expressivité sur différents médiums et c'est cool. Je sais pas comment dire. Ouais, et puis il y a aussi un truc dont quand tu vois, t'as dit on lui a projeté des pochettes de disques, et c'est vrai que ça c'est un truc aussi dans l'univers de la musique et du rock a fortiori, c'est que les pochettes, les visuels des pochettes, enfin il y a quelque chose de très graphique aussi dans la musique contemporaine et surtout dans le rock, et je pense que ça aussi ça infuse aussi dans les artistes, quoi. Vraiment, tu vois, on parlait d'Iron Maiden, il y a la musique, mais il y a l'univers visuel d'Iron Maiden, les pochettes avec c'est Eddie, je crois, l'espèce de leur petite mascotte là, le squelette qui est sur toutes leurs pochettes, et vraiment ça aussi, cette richesse graphique, je pense que ça nourrit
aussi les auteurs qui vont eux-mêmes travailler dans des domaines visuels comme le manga, quoi. Puis l'avantage de Evol, c'est que le manga, avec un personnage, respire énormément la musique. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu envie d'écouter un morceau en lisant un manga parce que le personnage écoutait le dit morceau. En gros, pour vous la faire courte, dans Evol, ce sont trois ados au bord du suicide dans un hôpital psychiatrique qui se découvrent des super pouvoirs et qui décident de faire un groupe de super méchants. Il se passe plein d'autres trucs à côté, mais voilà, pour aller au plus vite. Et à un moment donné, on a plusieurs flashbacks de ce qui a amené à la dépression du garçon, et on voit qu'il est toujours en train d'écouter du Sonic Youth. Et à un moment donné, l'expression que le personnage avait, la manière qu'a eu Atsushi Kaneko de le dessiner, de le dépeindre pour créer un attachement avec le lecteur, j'avais envie, et on voit sur son MP3, sur son téléphone, les morceaux qu'il écoute. J'ai eu envie d'écouter les morceaux, et donc je m'arrête dans la lecture, j'ai lancé les morceaux, j'ai continué la lecture, j'ai fait mais ça marche. Ah, c'est fou. Ça marche, ça match, c'est chouette. Après, il faut aimer le genre musical. Là, effectivement, c'était Sonic Youth, mais. Moi, j'avoue que j'ai pas poussé jusque-là, même si je suis allée regarder après. Et parce que je connaissais pas, et effectivement c'est pas forcément ce que j'écouterais moi, mais je me souviens très bien d'avoir eu un petit, enfin tu vois, je m'en souviens encore, c'était Tite Kubo qui faisait très très souvent référence à des morceaux de musique qu'il écoutait, et c'était pas forcément de la musique qu'on connaissait en France, hein. C'était beaucoup de la pop ou des trucs japonais, mais il y avait aussi des trucs plus connus à l'international. Et je trouvais que c'était intéressant parce qu'il associait vraiment des morceaux à certains personnages ou à certaines scènes. Et c'est pas une chose que j'ai revue, mais il était très pop rock quand même. Ouais. Et il était gentil dans ce qu'il écoutait. Ah oui, complètement. Après, faut pouvoir se concentrer, quoi. Du coup, alors après, moi, je sais pas si c'est par comment dire, inculture de la pop japonaise ou qu'il écoutait ou de groupe. C'est que moi, à chaque fois, les titres de Bleach, j'avais l'impression que c'était des faux titres d'albums qu'il avait inventés, et ça sonnait comme des titres d'albums. Alors, je sais pas si c'était vraiment son intention, mais je trouve qu'effectivement, c'est le seul auteur que j'ai vu. Utiliser une espèce de code musical qui est comment tu choisis un titre de chanson, etc., et l'appliquer sur des titres de tomes de manga, quoi. Plus le petit poème qu'il y avait au début de chaque tome pour parler d'un personnage ou de l'intériorité d'un personnage en général. Et au Japon, c'est les mêmes idéogrammes pour parler de musique et de poèmes. Donc tu vois, il y a quand même une certaine cohérence, quoi. Et après, il y a une richesse musicale au Japon qui est aussi assez fantastique, assez incroyable, assez surprenante. Si bien que y a Atsushi Kaneko qui a monté un petit groupe de rock avec d'autres mangaka, mais il y a surtout un mangaka qui est connu pour faire de la musique sur scène. On l'a vu en concert, Robin. Oui. Malheureusement. Comment ça, malheureusement? C'est le traumatisme de Robin. Ce monsieur, c'est Naoki Urasawa, mangaka et rocker. Parce que 20th Century Boys, en plus, ça sent le rock. C'est un titre de chanson, c'est littéralement un titre de chanson. Mais non, mais oui, clairement, l'amour aussi de la musique chez Urasawa, il est omniprésent aussi. Il est d'autant plus présent qu'effectivement lui-même se revendique musicien. Alors après, c'est vrai que moi je le trouve meilleur mangaka que musicien, mais ça c'est des goûts personnels, on va dire. Mais disons que je suis content qu'il ait choisi cette voie professionnelle plutôt que l'autre. Il fait les deux. Oui, il fait les deux, mais bon, on va dire quand même que si on doit répartir son emploi du temps, à mon avis, il y a quand même une durée plus longue. Enfin, je sais pas, remarque. Peut-être que son album ne se serait pas aussi bien vendu si ce n'était pas Naoki Urasawa. Mais par contre, voilà, en fait, ce que j'aime bien chez Urasawa, c'est on va dire presque une espèce de candeur, tu vois, qu'il a réussi à garder, qui est peut-être aussi cette énergie. Alors après, c'est peut-être un truc qu'il arrive à bien renvoyer, et peut-être qu'au fond de lui, il est beaucoup moins candide qu'il en a l'air, mais cette espèce d'énergie, tu sais, un peu innocente et du jeune rocker, tu vois. On a l'impression qu'il arrive toujours à appliquer ça dans son mode de vie, quoi. Et donc, en gros, je pense que aussi ça
ça se diffuse aussi dans ses œuvres sur certains personnages. Bon, dans 20th Century Boys, c'est très présent parce que y a des personnages très jeunes qui sont centraux dans l'histoire et c'est une histoire d'amitié, d'enfance et tout. Enfin, c'est aussi plein d'autres choses, mais genre c'est centré là-dessus. Et je trouve que moi justement là, je suis à fond dans Asadora, c'est génial. Et il y a ça aussi, je trouve, même si c'est pour le coup une série où la musique est pas très présente pour le coup. Lenka, voilà. C'est des trucs japonais. Exactement, mais je trouve que voilà, cette espèce de candeur de jeune rocker, elle se diffuse dans l'énergie de ses œuvres, quoi. Parce que, pour revenir à 20th Century Boys, on oublie souvent que Kenji, c'est un musicien raté. Oui, c'est ça. En plus, clairement, littéralement, Kenji, bon là, je pense que c'est un peu l'alter ego d'Urasawa au moment où il fait 20th Century Boys. Puisqu'effectivement, oui, il y a ce côté... il joue Jumping Jack Flash au début, quoi. C'est vraiment... Tout le monde se souvient de ça, quoi. Et on retrouve cette candeur aussi dans un des one-shots, dans une des petites histoires courtes qu'il avait proposé dans le dernier recueil d'histoires courtes publié de Hachume, exactement. Naoki Urasawa aux éditions Kana, avec... pas mal d'histoires très sympas, mais effectivement il y en a une qui respire bon la musique aussi. L'autre manga même empreint de musique plus que le mangaka, puisque c'est aussi son œuvre qui a pris de toutes sortes, de tous styles musicaux, c'est JoJo's Bizarre Adventure. Là tu l'as partout, quoi. Le nom des personnages dans les chapitres, c'est tout mais dans les looks, t'as du rock, t'as de la musique partout, quoi. Mais en fait, il y a tellement de choses dans JoJo's que c'est difficile de dire que... mais Paul Naref, il a un côté rocker quand même. Bien sûr, mais c'est ce que je disais tout à l'heure sur Kaneko. Pour moi, dans JoJo, ça s'applique aussi. C'est qu'au final, c'est pas un manga de musique, mais c'est un manga où la musique est partout, quoi. Et moi, encore une fois, je pense ces œuvres-là que je préfère parce que c'est là où je sens la passion d'un artiste pour un médium. Il arrive à la diffuser dans un autre, quoi. Et moi, ça, je trouve que c'est une espèce d'alchimie qui a l'air impossible parce que, encore une fois, on parle de manga, c'est un art qui est par définition muet, quoi. Enfin, c'est un art qui ne produit pas du tout de son, c'est de la lecture. Et ils arrivent vraiment à communiquer une énergie musicale dans une œuvre qui ne produit pas de son. Et ça, je trouve que c'est toujours un défi que j'ai trouvé hyper intéressant. J'avais eu l'occasion d'en parler avec Julien Nil, donc c'est l'auteur de Lou, c'est une BD franco-belge, mais Julien Nil est un fan de manga lui aussi. Mais en gros, c'est un auteur qui fait de la BD plutôt jeunesse, on va dire, mais qui est aussi musicien par ailleurs, qui est comment dire, passionné de musique. Je me demande même s'il n'est pas plus passionné de musique que de BD, tu vois. Et je lui avais posé la question, je lui ai dit mais ça te frustre pas de vraiment dessiner des histoires muettes alors que genre tu voudrais que j'imagine que tu as envie de mettre du son dessus. Et il disait bah si ça évidemment c'est un défi qui est difficile et puis c'est une espèce d'énigme insoluble, mais il disait voilà, j'arrive à trouver des solutions, genre à un moment donné il y a une scène dans je sais plus quel tome de Lou où ils sont dans une boîte de nuit et il y a une case qui est bleue, puis une case qui est rouge, puis une case qui est bleue, puis une case qui est rouge, et du coup ça donne une espèce de rythme stroboscopique de techno, tu vois. Et donc je disais, je trouvais ça vachement intéressant les astuces narratives qu'ils pouvaient trouver pour répondre à cette question. Et dans le manga, c'est encore plus difficile parce que c'est du noir et blanc, on n'a même pas la couleur pour amener cette information en plus. Et je trouve que voilà, quand on voit des mangaka comme Kaneko, comme Urasawa ou comme l'auteur de JoJo's, arriver à transmettre cette énergie musicale, c'est assez... moi je trouve ça assez fou. Alors qu'en plus c'est simple de le faire de manière mécanique puisque l'industrie du livre a très bien trouvé comment faire. Moi j'ai des neveux et des nièces, ils ont plein de livres musicaux. Il y a une petite pastille, il faut appuyer dessus et Paco fait plein de trucs avec la musique. Mais moi, merci Paco. Je ne dirais pas jusqu'à Paco, mais je pensais plutôt à Lore Olympus ou à certains webtoons qui sont maintenant donc toujours disponibles en lecture sur internet, mais certains passages, certains épisodes peuvent être accompagnés d'un habillage sonore, peut-être pas musical, mais en tout cas, il y a une petite pastille pour t'indiquer qu'il y a un truc qui fait qu'il y a du son qui va accompagner ta lecture à tel moment. Bon, après, on n'aime pas. Enfin, moi, je trouve que des fois, c'est un peu en fait, superflu. Ça, tu vois, typiquement, pour moi, c'est un gadget et c'est un truc
qui même va à l'encontre du principe même du médium qu'on est en train de lire. C'est donc de la BD, le webtoon, même si c'est de la BD sur écran, ça reste de la BD, donc c'est une narration qui normalement n'a pas de son et dans lequel le son doit être créé d'une manière graphique, quoi. Et je trouve que justement recourir à ce genre de petites astuces, pour moi c'est un peu un truc qui va presque me faire sortir de la lecture, tu vois, et je trouve que je préfère un auteur qui va se poser la question de comment j'arrive à traduire cette énergie-là qui paraît impossible, mais je vais essayer avec les armes que j'ai de le faire. Je trouve ça 1000 fois plus intéressant que quelqu'un qui va se dire appuie sur le bouton et il va y avoir un son qui va correspondre à la scène, tout comme tu vois les playlists, les gens qui font des playlists pour les albums. En vrai, en soi, je trouve que c'est une idée plutôt cool et tout, mais je trouve que ça, je sais pas, ça renferme un peu l'imaginaire qu'on peut avoir justement en normalement se créant sa propre petite musique en lisant un truc. Il vous arrive d'écouter de la musique pendant la lecture ? Jamais. Alors moi ça m'arrive, mais clairement, alors déjà la musique que je choisis quand je lis, elle est très spécifique, c'est que je suis incapable de choisir une musique qui où il va y avoir des paroles dedans si je lis un truc, parce que sinon c'est impossible de me concentrer sur ce que je lis. Mais tu vois, genre j'ai pas de... c'est jamais calculé, quoi. C'est-à-dire ce que je vais écouter n'est jamais raccord ou en tout cas calculé pour correspondre à ce que je vais lire. C'est juste qu'en fait c'est un moment où je me dis j'ai envie d'écouter ça et en même temps j'ai envie de lire ça, je vais faire les deux en même temps, comme ça j'ai pas le temps de faire les deux, je gagne du temps, tu vois, entre guillemets. Mais c'est pas un truc, calculé de me dire ça c'est la playlist idéale pour lire tel album, quoi. Et justement, tu parlais des auteurs qui recommandent des playlists. Il y a des auteurs de manga français qui proposent des playlists. Ça vous est déjà arrivé de suivre les recommandations d'auteurs pour lire leur album avec telle et telle musique ou pas ? Pas du tout. En fait, la dernière playlist que j'ai écoutée, c'était pas du manga, c'était Virginie Despentes, c'était Verlaine Subutex. Parce que pour le coup, ça parle de musique et ça parle de titres que je ne connaissais absolument pas. Donc c'était plus pour avoir une idée plus précise de quoi il était question. Mais ça m'a pas aidé dans ma lecture. Ouais, en fait, moi, c'est la curiosité. Les fois où je le fais, ça va jamais être pour genre accompagner ma lecture. Par contre, ça va m'intéresser d'écouter cette playlist plus tard dans un autre contexte, pour éventuellement avoir une idée supplémentaire de la personnalité de l'auteur, parce que forcément, s'il crée la playlist, c'est que c'est des musiques qui lui parlent et tout, et je me dis, là, tu vois, ça va me donner une idée plus précise de qui il est, ou alors tout bêtement, genre. Par curiosité, tu sais, voilà, ça me fait une idée de playlist à lancer à un moment donné, mais c'est vrai que je vais jamais le conditionner dans une lecture particulière. Après, moi, je pense pas que ça soit Virginie Despentes qui a fait sa playlist, tu vois. C'est juste que ça parle de musique tout le temps dans le bouquin, donc du coup... Il y a quelqu'un qui l'a fait... qui a recensé, quoi. Voilà, et qui l'a proposé sur Deezer ou sur Spotify, je sais plus. Mais... nous sommes présents sur les deux, Deezer et Spotify. Oui, tout à fait, exact. Mais en fait, pour revenir donc plutôt au manga, je me faisais la réflexion tout à l'heure quand vous parliez de JoJo's, tout ça, que malgré tout, je pense que le shoujo manga a créé aussi sa propre rythmique. À grand effet de vagues d'étoiles ou de roses qui éclosent comme ça dans des espèces de scintillements ou tu vois, ça pop parfois. Et je me dis, ça aussi, ça apporte une certaine musicalité à des œuvres, sachant qu'en plus, beaucoup de ces œuvres qu'on redécouvre aujourd'hui, notamment la dernière fois on avait parlé du Clan des Pots, mais c'est des œuvres qui étaient en pleine vague psychédélique, enfin c'était les années 70 à fond, les ballons, et il y avait ce truc, le début de la musique électronique avec des grandes nappes comme ça qui s'étendaient, pour moi ça m'a toujours donné cette impression là de une espèce de tache d'encre, tu vois, qui s'écoule, qui va entièrement recouvrir une espèce, un territoire qui là est la page d'une histoire. Ouais, quoi. Et puis en même temps, tu vois, t'as parlé de rythme, clairement, le manga, c'est un art séquentiel, donc c'est un art avec des successions d'images qui créent une narration. Forcément, j'allais dire, c'est incontournable que tu vas tomber sur des problématiques de rythme, des problématiques de lecture. Donc en fait, on pourrait dire que chaque manga a sa propre musique, tu vois. Donc ça paraît pas déconnant, effectivement, que les artistes soient influencés aussi par cette manière cet art-là en particulier, quoi. Mais il y a des problématiques aussi qui sont un petit peu insolubles pour l'édition à l'étranger. C'est les mangas qui parlent vraiment de musique au point de citer des chansons entières.
ou des bouts de chansons, chose qui est compliquée en termes de droit en France, ce qui fait qu'on rate aussi pas mal de titres. Où il est question de musique autrement que via l'industrie, où là il est vraiment question d'artistes, mais avec beaucoup d'hommages, avec des reprises, et on se retrouve bien souvent bloqué en France en tout cas pour l'édition, parce qu'il faudrait payer les droits a priori de ces musiques là, et alors là ça devient quasiment impossible quoi, parce qu'on est sur, en fait ça c'est je crois que c'est la quantité de l'extrait qui va primer sur, parce qu'il y a quand même alors le droit de citation n'existe pas vraiment, mais il y a quand même une tolérance si l'extrait de la chanson ne représente que je sais pas 5% des paroles complètes, il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que si c'est sur des passages entiers là c'est plus compliqué. Et puis même de toute façon en soi ça peut être possible juste de calculer, mais c'est juste que le temps de travail du coup sur ton manga devient infernal, parce qu'à partir de ce moment-là il va falloir tout justifier, chacun des passages et ainsi de suite, voire éventuellement en couper des morceaux ou pas, en fait c'est juste que c'est énormément de temps. Il te faut un documentaliste pratiquement. C'est ça, et il y a un titre par exemple qui s'appelle Shiori Experience qui est super célèbre au Japon, qui marche très bien, l'histoire d'une fille musicienne un petit peu, enfin qui a raté sa carrière de musicienne, qui se retrouve prof, et alors je l'ai pas lu donc je vous donne juste ce que j'en sais, qui se retrouve hantée par Jimi Hendrix. Ce qui est plutôt cool. Ça va, ouais. Ce qui est plutôt cool en soi. Ouais, enfin, attention à pas manger la guitare quand même. Et donc, pas y foutre le feu. pour avoir revu des planches et tout, c'est des super planches avec Kurt Cobain et Jimi Hendrix qui jouent ensemble et elle et tout. Enfin, voilà, il y a des trucs qui ont l'air très très chouettes en musique dans le manga au Japon. Mais voilà, ça a priori c'est compliqué en France en termes de droit de pouvoir lui faire passer la frontière, quoi. Oui, parce qu'en plus c'est des chansons étrangères, enfin ou là en l'occurrence américaines, et qui sont, comment dire, qui ont été passées à la moulinette du manga japonais pour ensuite revenir sur le marché français. Ouais, en plus il faudrait reprendre éventuellement les bonnes paroles et ainsi de suite, même si c'est en anglais, donc ça. Non, mais ça me fait rigoler parce que le nombre de fois, enfin dans les mangas tranches de vie où ils finissent au karaoké ils chantent des trucs que tu vois nous on connaît pas, mais bon il y en a pas mal quand même. Non, mais ça se trouve Shiori Experience ça passerait, mais effectivement sur le temps de justifier et de pas te prendre un procès ou un petit courrier du juriste de l'éditeur. Ouais, puis les ayants droit d'Hendrix ils sont pas rigolos, hein, je crois. Mais même de toute façon tu vois c'est ton boulot, tu vois, tu travailles chez Universal, chez qui tu veux, ton boulot c'est de faire gaffe à ça, tu vois un manga qui sort, tu fais gaffe, t'envoies un courrier, quoi. Et toi t'es dans une maison d'édition, tu reçois le courrier, tu fais oui, il va falloir gérer ça, même si t'es dans ton bon droit, il va falloir mobiliser les services juridiques, faire une réponse. Et là tu fais pour en vendre 500 parce qu'en plus ça marche pas trop. C'est pas, pour l'instant il y a Beck et Nana qui sont un peu deux exceptions, et encore pour Beck si ça va encore, Nana a eu un énormissime succès, mais il y a pas de fin. Et c'est déjà une époque, mais sinon les autres mangas célèbres de musique qui ont eu du succès, derrière il y en a pas beaucoup, hein. Tu vois, il y a Blue Giant que t'adores, Robin. Oui, c'est pas la folie. Alors c'est suffisant parce que j'ai l'impression que chez Glénat ils continuent de poursuivre et de soutenir la série, puisque elle s'est finie au bout d'un certain nombre de tomes, puis il y a eu une sorte de saison 2. C'est ça, Ils étaient pas obligés de sortir cette saison 2, ils l'ont fait, donc c'est que ça va encore, quoi. En tout cas ils ont envie de pousser. Ouais, en fait je pense que c'est aussi une série qui a un gros succès d'estime. Alors oui, je pense que c'est effectivement pas un méga best-seller et tout, mais par contre c'est vraiment une série qui a une belle cote d'amour et tout auprès des libraires notamment. Après je pense de la part de Glénat c'est aussi un pari sur l'auteur parce qu'ils avaient déjà fait Vertical, et je pense qu'ils sentent que c'est un auteur important contemporain, et ils ont envie de se dire on le soutient sur toutes ces séries, dont Blue Giant. Mais effectivement Blue Giant, tu vois, je trouve que c'est un bel exemple. Alors j'ai parlé précédemment des mangas qui diffusent leur passion, les mangaka qui diffusent leur passion de la musique dans un manga qui parle pas de musique. Là Blue Giant justement, lui il arrive vraiment à faire bien correspondre les deux. Enfin moi c'est une série que j'aime beaucoup, j'en ai déjà parlé ici, mais il y a vraiment on sent que l'auteur clairement il est passionné par son sujet, et il adore ça, il adore la musique, et puis je pense qu'il adore même les passionnés, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment lui son truc, c'est si t'es passionné dans un truc, j'ai envie de raconter ça, quoi. Et il arrive vraiment à diffuser en plus la réalité de ce que c'est que faire de la musique, quoi. C'est que c'est pas alors Blue Giants
on va s'entendre, c'est un manga qui est quand même très feel good. C'est pas dramatique. Il n'y a pas vraiment d'événements dramatiques dans Blue Giant, mais clairement, le personnage principal, Dai Miyamoto, qui veut devenir le plus grand saxophoniste du monde, son parcours, il est pas facile, quoi. Il doit passer par plein d'étapes. Alors, t'as vraiment, effectivement, la première saison Blue Giant qui est concentrée sur son apprentissage de son instrument et de comprendre ce que c'est que le jazz, puisqu'il veut se destiner au jazz. Comprendre comment on devient un musicien, comment on progresse, etc. C'est vraiment, si j'oserais, la quête de Dai dans la première saison de Blue Giant. Et après, ce qui est cool, c'est que Blue Giant Supreme, donc la seconde saison, c'est Dai est devenu un musicien accompli au Japon. Et il décide de partir à la conquête du monde, perfectionner en Europe. Et là il va faire un peu le tour de l'Europe et commencer surtout, et là c'est un peu le sujet de la deuxième saison, c'est vraiment se constituer son groupe, commencer vraiment à bosser, à aller faire des tournées, être booké dans des festivals, dans des petites salles et tout. Et donc il y a vraiment une réalité du parcours de musicien qui n'est pas que centré sur le perfectionnement de son art et comment dire, la transcendance personnelle de musicale. C'est aussi là carrément, c'est quoi la réalité d'être musicien? C'est se confronter à d'autres individualités, faire un groupe, parce que tu peux pas être saxophoniste tout seul, t'es obligé de jouer avec d'autres gens. Organiser ça, être quasiment manager, parce que très vite en fait Dai, par sa personnalité un petit peu positive, solaire, va devenir une espèce de leader un peu naturel, même s'il s'en rend pas forcément compte. Waouh. Mais voilà, il y a toute cette réalité là qui va être très importante. Et alors j'ai pas encore tout à fait fini Blue Giant Supreme, je crois que le dernier tome de la saison, qui est le tome 11, vient de sortir. Et il va y avoir une troisième saison qui va être Blue Giant Explorer. Où là, a priori, il part sur Mars. Non, mais il va dans le berceau du jazz, donc en Amérique, quoi. Yes. Et là, il va vraiment essayer de conquérir la terre promise du jazz. Donc là, j'imagine, enfin, je sais pas, comme j'ai pas encore fini Blue Giant Supreme, mais j'imagine que la troisième saison, ça va être une nouvelle fois axé sur un nouveau, une nouvelle gestion de sa carrière de musicien. À mon avis, ça va être la célébrité, parce qu'à mon avis, genre dans Blue Giant Supreme, Dai va commencer à devenir célèbre, il va arriver dans un autre pays où en fait, à mon avis, il va avoir un niveau plus faible et il va avoir peut-être du mal à se faire reconnaître, j'en sais rien. Mais à mon avis, ça va être ça, peut-être le nouvel axe. Pivot, mais toujours, qui est dans cet univers musical. Mais voilà, tout ça, c'est super intéressant d'un point de vue dramaturgique et évolution de personnage. Et après, d'un point de vue vraiment mise en scène, je trouve que Blue Giant, dans les œuvres de BD qui parlent de musique et qui mettent en scène la musique, je trouve que c'est une des plus réussies que j'ai pu lire, parce qu'il y a vraiment l'énergie, quoi. Tu vois, il va pas avoir recours à des artifices du style je mets des notes de musique, ça fait de la musique, tu vois, parce que clairement les partitions de musique sont une retranscription graphique de la musique, mais lui justement ça va passer par les lignes de force, les positions des personnages, le fait qu'ils transpirent, le fait que va y avoir cette énergie organique qui va les cadrages aussi, hein. Les cadrages, vraiment t'as toujours l'impression d'être dans la fosse des fois, il y a vraiment un travail sur l'énergie et sur je sais pas comment dire, vraiment centré sur l'attitude des musiciens, et en fait leur à la fois justement t'as l'œil du spectateur et en même temps t'as vraiment l'impression d'être à l'intérieur de son énergie à lui, et c'est un truc qui fait que en fait finalement la musique qui est censée être celle qui sort, elle importe peu. Ce qui compte, c'est que l'énergie que le musicien a voulu communiquer, elle est pour moi fidèlement retranscrite, quoi. Waouh. J'en profite, tu parles de jazz et de célébrité, pour dire que pour passer le bonjour à mon homonyme Maxime Bender, qui est un célèbre saxophoniste lui aussi de jazz. Je crois que c'est le saxophone qu'il fait. Je crois qu'il est à la tête du Maxime Bender Quartet. Mais je me demande s'ils en parlent pas dans Blue Giants, parce que dans un des derniers tomes que j'ai lu, j'ai vu un Bender à un moment donné, mais je sais plus si c'est Maxime Bender. C'était peut-être probablement lui. Je vais vérifier ça. Voilà, on est amis Facebook et tout. On a presque le même âge, hein. On a le même prénom et le même nom, donc forcément ça rapproche. C'est que moi, mon homonyme, il est prof dans une université à Columbia, je crois. Ah, classe. Mais c'est classe. Et en fait, aussi. je l'ai appris parce que c'est un mec qui m'a contacté sur Facebook en me demandant si c'était moi, et j'ai dit non, pas du tout. Moi, je me retrouve souvent tagué sur des concerts de jazz et je comprends pas pourquoi sur Twitter, et enfin si, je sais pourquoi, mais à chaque fois c'est pas moi. Des fois j'ai pas le temps de leur dire. Mais... je suis pas si connu. Ouais, mais une fois j'ai été invité quand même. Du coup, c'est pas vous, c'est pas grave, venez quand même. C'est sympa. Cool.
Sympa. Je suis pas allé parce que c'était du jazz. Donc, Oh non. c'était juste pour envoyer un pic. Aïe, aïe, aïe. En Europe, on n'y va pas trop dans nos Dame Cantabile, qui a un autre manga de musique. Mais pas de jazz, mais de musique classique. Oui. Puisque le héros est phobique de l'avion. Oui. Et Donc, du bateau. Et du bateau. Et donc, du coup, il va rester au Japon. Mais non, mais ça, c'est Shinichi. Mais alors, bon, parce que Nodame, le héros, c'est l'héroïne. C'est Noda Megumi. Nodame. Qui, elle, a l'oreille absolue, joue n'importe comment, est une bordélique puissance 1000, et qui tombe amoureuse, donc, de ce... Comment on dit ? De son senpai qui est dans la même fac de musique qu'elle, mais qui a grandi en Europe, qui a côtoyé toute sa vie des musiciens, parce que lui-même issu d'une famille de musiciens très renommés, mais qui, suite à un accident quand il était plus jeune, et dont il ne se souvient pas pourquoi, il est devenu effectivement phobique de l'avion, du bateau, de tout. Et il se morfond parce qu'il ne sait pas comment il va réussir à percer dans la musique classique en tant que chef d'orchestre ou pianiste, parce que c'est son rêve et ça, pour lui, c'est inaccessible. Et moi, j'adore cette série. Je dois dire que j'ai pas du tout, donc comme je disais au début, d'affinité avec la musique classique ou quoi que ce soit. Mais déjà, c'est quand même donc Tomoko Ninomiya, que moi j'adore, qui une autrice, on dit, une mangaka qui est un peu je sais pas assez connue quoi à mon goût. Au Japon, Nodame, ça a cartonné, ils ont fait plusieurs adaptations en live, en drama. Il y a eu évidemment des dessins animés, et là pour le coup petit plus, parce que quand moi on connaît pas du tout les références dont il est question, que vous ne savez pas faire la différence entre Tchaïkovski et Beethoven, c'est bien d'avoir un dessin animé. Il y en a un qui a un chien. Ouais, ça doit être ça. C'est facile à retenir. Sinon, il y a Paco et la musique classique. Ah oui, c'est vrai, Paco et on peut appuyer dessus. Oui, mais c'est trop court, les extraits sont trop courts. C'est un peu trop court, mais bon, du coup, tu peux recommencer très vite, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pages dans les Paco. Mais justement, moi, je veux avoir plus de Tchaïkovski ou plus de Beethoven, tu vois. Et là, je trouve que c'est vraiment, encore une fois, un peu comme tu disais tout à l'heure pour Blue Giant, tout le côté, la musique, c'est un métier, quoi. Enfin, tu as plein de métiers différents, tu peux travailler dans différentes formations. Tu peux être dans des groupes, tu peux être dans des orchestres, tu peux être, soloiste, soliste en français, pardon. Et là, c'est des jeunes gens qu'on va voir grandir, parce que ça s'étale quand même sur presque 23 tomes, plus 2 tomes excédentaires pour vraiment terminer la série. S'il vous plaît, les gens chez Pika, le tome 25 ne fonctionne pas sur Isneo. Je suis désolée, mais je suis très en bad parce que j'aimerais bien. Tu sais qu'ils nous écoutent et qu'on les connaît et qu'on peut aussi leur envoyer un petit message pour. Et je vous ai déjà. C'est moi la folle qui vous ai déjà envoyé 3 messages, s'il vous plaît. Mais non, mais je suis triste parce que j'aimerais bien boucler la série, comme il se doit. Mais pour revenir à Nodame, c'est ça qui est génial, c'est que tu vois leur pérégrination, comment ils passent des concours, ils s'essayent d'envisager leur carrière à l'international. Donc à un moment, ils viennent étudier à Paris. Donc c'est très marrant aussi de voir comment en tant que bons japonais du Japon, ils ont un choc culturel avec la France, avec les Français. C'est adorable, mais tellement drôle de voir comment ils se confrontent à plein d'autres personnalités, parce qu'il y a aussi des gens russes qui viennent apprendre la musique en France, des gens qui viennent de différents pays, d'Allemagne, et ils passent leur temps à voyager, à rencontrer du monde, et toujours avec leur musique, tous ces grands compositeurs qu'on connaît de nom mais qu'on connaît pas forcément. Ils explorent plein de formes musicales différentes. Ça peut être la musique contemporaine, parce que ça existe aussi, le XXe siècle a produit des grands compositeurs, et je trouve que c'est tellement riche. Enfin, tu peux pas te dire comment dire, je suis vraiment triste que ça n'ait pas pris en France, en fait. Alors que c'est un carton complet au Japon. En revanche, en France, j'ai l'impression que ça a mieux pris. Une autre romance sur la musique classique, qui est Your Lie in April. Ça a beaucoup plus vite pris.
mais la musique est un peu moins présente et la romance peut-être un peu plus. Je sais pas en termes d'équilibre. Bah ouais. Sachant qu'en plus, bon, il y a ce truc qui a beaucoup marché au Japon, c'était aussi de dire que le personnage de Nodame existait. Il y a eu cette espèce de truc marketing qu'ils ont mis en place, de dire le héros existe quelque part. Il y a cette personne complètement fantasque, qui est complètement tiraillée entre son amour pour une discipline qui est très exigeante, qui est quand même très carrée, alors qu'elle-même ne l'est pas du tout, et qui a des facilités. Et donc, il y a eu une espèce de mystère comme ça qui était entretenu autour de cette personne. Je trouve qu'effectivement, c'est aussi ça peut-être qui a beaucoup joué, quoi. Donc, Après, je pense aussi que, tu vois, on parlait de Blue Giant et Nodame, ça parle de musique classique et de jazz qui sont quand même des genres musicaux de niche. Et on parlait plutôt de Beck et Nana qui sont les mangas de musique qui ont plus ou moins marché le mieux. Ça parle plutôt de rock ou de pop. Donc c'est des genres plus larges, plus grand public. C'est peut-être aussi difficile d'arriver à... Alors après, pour autant, on sait que le manga, en général, ils sont toujours très forts pour arriver à faire se passionner des gens pour des sujets ou des univers qu'ils maîtrisent pas. Mais ouais, clairement, le jazz et la musique classique, c'est pas forcément les genres les plus attractifs. Ouais. Mais c'est pour ça que j'ai envie de dire, en vrai, Blue Giant, lisez-le quand même si vous aimez pas le jazz, parce qu'au final, la musique, vous l'entendez pas quand vous lisez, ou alors vous entendez ce que vous voulez. Et c'est autre chose, quoi. C'est aussi le parcours des persos, c'est la passion qui les anime et tout. Enfin, je sais pas, je pense en vrai que Blue Giant, ça me paraît difficile dit comme ça, mais ça peut être lu et apprécié par quelqu'un qui aime pas le jazz, quoi. C'est pas incompatible, quoi. Et pour repartir sur la musique classique, il y a aussi 2 œuvres dont il faut qu'on parle. La première, c'est la Symphonie des animaux en livre jeunesse, qui est le premier livre musical composé par Dan Brown, le vrai Dan Brown, qui est relié avec une application. Et là, t'as les morceaux beaucoup plus longs que dans Paco. D'accord. Mais après, passer 6 ans, c'est moins intéressant, parce que ça reste un livre pour enfants. Non, plus sérieusement, c'était juste que je voulais parler effectivement d'un Dan Brown qui fait un livre pour enfants. C'est vrai que c'est drôle. C'est la Symphonie des animaux, c'est très drôle. C'est très bien fait, ceci dit. En plus, lui et son équipe, parce qu'à mon avis, il est plus seul maintenant. Ils ont fait ça très bien. Mais non, l'autre dont je voulais parler, tu parlais de succès et de la manière dont qu'ont les auteurs, les éditeurs et toute l'industrie du manga pour prendre un sujet et en faire une moulinette magique pour que ça rentre dans le Jump. Ça, c'est les gens de chez Shueisha, du côté du Weekly Shonen Jump. C'est un manga qui vient de sortir, qui est sorti en début d'année, qui s'appelle PPPPP. Il y en a 6. C'est ça, voilà, bien joué. Et là, on est sur le Amitié Fort Victoire, version musique classique Cosette. Ah ouais, Cendrillon, mais à fond. Hein. Cendrillon, ouais, ou Cosette, ou Cendrillon. Ouais. Alors, on n'a pas été sublimé par le manga, mais c'est incroyable cette manière qu'ils ont de prendre un sujet, de le mettre dans cette moulinette et de réussir à faire quelque chose de... C'est réussi, on n'a pas accroché, mais c'est réussi malgré tout. Après, moi je pense c'est aussi que nous ne sommes pas du tout le public cible, parce que très clairement c'est destiné aux enfants. C'est chez Nobinobi, je dirais que c'est à partir de 10 ou 12 ans. Et moi je trouve que c'est quand même très sympa au sens où t'as quand même cette incursion dans le manga avec une touche de fantastique finalement. Enfin, les personnages, ils sont bigger than life. C'est improbable. Alors que Nodame, c'est très terre à terre. Hein. Les concours qui passent et tout sont, même s'ils ont des noms un peu farfelus, ça respecte les procédures, ça t'explique comment ça fonctionne. Oui, alors que là, même l'histoire de PPPPP, elle est improbable. C'est l'histoire de septuplés, dont sur les septuplés, t'en as 6 qui sont des prodiges, et t'as le 7ème, Lucky, qui est le vilain petit canard qui subit toutes les foudres, les brimades de son père, un illustre pianiste très célèbre dans cette histoire. Et pour lui, ce 7ème fils est vraiment trop médiocre au piano, donc voilà, il ne le supporte pas. Lui et sa mère finissent par divorcer.
Finalement, sa mère continue à s'occuper de lui, sauf qu'elle est ensuite hospitalisée. Lui vit comme Cendrillon chez une tante méchante qui l'exploite. Avec Javotte. Et finalement, il arrive à intégrer une école. Parce que un prof arrive à voir en lui, à entendre en lui, à comprendre qu'il a quelque chose de particulier que les autres n'ont pas par rapport à la musique. Et aussi parce que c'est la volonté de sa mère, parce qu'en gros il sait que sa mère a plus longtemps à vivre, et le dernier souhait de sa mère c'est qu'il arrive à devenir un prodige du piano lui-même malgré ses lacunes, quoi. Ouais, je crois que c'est surtout qu'elle souhaite voir tous ses enfants réunis. Et que le seul moyen de les réunir, c'est que lui, il devienne pianiste. Ouais, mais je crois qu'elle lui dit vraiment, genre, j'ai envie de t'entendre. Oui, c'est vrai ça. Oui, c'est bien qu'il va la voir. Pianiste, alors peut-être c'est aussi parce qu'elle veut que tous. Mais après, en vrai, on a dit qu'on n'a pas trop accroché. Moi, je l'ai lu sans déplaisir, et je trouve qu'effectivement, tous les ingrédients fonctionnent, c'est-à-dire le côté. Le génie de l'effort qui va devoir se transcender pour devenir le plus grand pianiste. Le drame familial, l'espèce de drame familial, de tragédie familiale, le truc de ils sont 6, donc il va forcément devoir les affronter les 6 pour devenir le meilleur, tu vois. Donc bref, il y a un espèce de parcours tout tracé qui fonctionne. Tout fonctionne, mais tout fonctionne. Et il est vraiment bien fait. C'est juste. Et en fait, je trouve que la fin, quand il rencontre son premier frère, oui, c'est un frère, qui va devoir affronter ça, je trouve que ça m'a relancé l'envie de peut-être lire la suite. Moi, après, là où j'ai pas accroché, c'est vraiment sur le dessin que le design est particulier. J'accroche pas. Je trouve pas ça. Enfin, ça me parle pas graphiquement. Je vais pas dire que c'est moche parce que c'est pas. C'est comme s'ils avaient tous des vêtements un peu trop grands, mais c'est vraiment un style. Mais voilà, après, il y a un style. Moi, c'est juste ça me parle pas personnellement. Et moi, en général, quand j'aime pas trop le dessin d'un truc, j'ai du mal à accrocher. Mais après, par contre, c'est clair que à lire, c'est vraiment pas du tout. Enfin, c'est très fluide à lire. Moi, je trouve ça incroyable comment ils réussissent avec cette histoire à rendre un truc justement aussi. Si fluide, ludique, impactant, c'est quand même assez fort. Et puis je trouve que là, pour le coup, le truc qu'il a vraiment... Alors je sais pas du tout, pardon, j'ai pas fait mes devoirs sur l'auteur ou l'autrice, je ne sais pas qui c'est. Mappolo. Mais là où... Mappolo est une... Sango. Non, il y a 3. Comment tu dis 3 Go. Oui. Non, le chiffre 3. Ah, Saint. Oui, c'est ça. Donc c'est Mappolo Sango. Ok. Ah, okay. Bon, bah l'auteur... Ça peut être Mitsu aussi. Je trouve que ce qu'il a bien réussi, c'est le côté... pour le coup, ça parle de musique classique, donc clairement, il va y avoir dans l'histoire des vrais morceaux qui vont jouer et tout. Et j'aime bien comment, je crois, il joue à Vous dirais-je maman c'est Mozart. Oui. Et j'aime bien comment il utilise l'auteur cette culture musicale pour en faire un truc vraiment... je trouve que ça te donne envie de les écouter, les morceaux, ça te donne envie justement de savoir... d'avoir un peu de curiosité. Ça provoque ça communique ces émotions-là, donc je trouve que ça donne envie d'écouter les morceaux, et ça, c'est plutôt une réussite pour un manga qui va parler de musique, donc rien que pour ça. Après, je pense que moi, ça répond à une question que je pense pas mal d'enfants se posent, c'est quoi un bon musicien ? Enfin, vraiment de... tu vois, parce que des fois on peut leur dire oui, c'est ce que tu ressens, etc. Et il y a quand même une critique de la recherche de la performance à devenir des bêtes de concours. Et aussi, en sous-texte, cette idée qui doit être malheureusement encore très répandue de, il y a des gens qui ont du talent inné, alors que non. Enfin, je pense que Mozart, il a commencé à 2 ans à jouer au piano. Hein. C'est aussi, je veux dire, c'est une éducation, c'est un travail. Peut-être qu'il était même pas né, qu'il écoutait déjà ses parents jouer. En tout cas, c'est sûr que dans sa famille, il y avait des musiciens et qu'il a baigné là-dedans toute sa vie. Pour prendre le cas le plus illustre, mais je pense que oui, il y a encore beaucoup de gens qui se disent la musique c'est pas pour moi, c'est un univers très lointain, mais en fait peut-être pas tant que ça. En fait, je pense que ce qui fonctionne aussi, c'est que ça joue sur cette idée effectivement, et cette espèce d'énigme qui est c'est quoi le talent, qu'est-ce qui fait que va y avoir un Mozart sur je sais pas combien de millions de personnes, et
je pense que c'est une question qui n'aura, à mon avis, jamais de réponse. On saura jamais d'où ça vient vraiment, le talent. Mais ça peut faire des histoires incroyables. Mais par contre, c'est du coup, forcément, comme c'est une énigme, ça peut créer des histoires à l'infini, quoi. Fact-checking en direct, en revanche, la mélodie, à vous dirais-je maman, a été notamment popularisée par les variations pour piano de Mozart, à qui on attribue souvent à tort la composition de la mélodie en elle-même. Ah, ok, très bien. Voilà. C'est ça qui, donc, alors. Voilà. Ça, ce n'est pas précisé dans le manga. Ouais. Il a pas très bien fait son travail. Note de bas de page, finalement. Note de bas de page. Voilà, ça méritait effectivement. Ça se trouvait lié. Oui, c'est vrai. On a fait un bon tour, on est parti du Hellfest pour arriver sur la musique sur classique. Ouais. Et sur Attends, j'en Mozart. avais encore deux. T'en as d'autres? En fait, moi, j'ai quand même repéré deux autres. Alors, il y en a un, c'est vraiment clairement plus de la musique classique, mais je vous invite à jeter un coup d'œil donc à Sound of My Soul, et qui parle donc de l'histoire vraie d'un musicien qui était handicapé et qui a eu toute sa vie à se battre non seulement pour exister en tant qu'artiste, mais en plus contre les gens qui avaient des préjugés vis-à-vis de sa condition d'handicap qui en plus n'était pas forcément visible au premier coup d'œil, quoi. Donc, encore une fois, je pense que c'est quelque chose qui s'adresse plutôt à un public jeune, donc voilà, c'est chez Akata. Et l'autre qui a retenu mon attention, c'était... Alors attention, les titres sont très proches. C'est Sounds of Life. Et là, ça parle de koto. Alors le koto, c'est un instrument traditionnel japonais, voire asiatique. Je pense que ça vient de Chine. Et donc c'est un objet très, plat, avec des cordes, une harpe allongée en fait. Et en fait, je m'y attendais pas et j'ai quand même été happée par cette histoire de il faut sauver le club de koto. Donc des lycéens qui se mettent, qui regroupent leurs forces. Donc vous avez le peureux, la meuf qui vient d'une grande famille mais qui a une peste, et le mec racaille qui en fait est un sale gamin avec un cœur en or, et avec d'autres camarades qui vont réussir à embobiner pour rester dans leur groupe de koto, dans leur club. Ils vont essayer d'aller vers des concours, encore une fois, de musique au niveau national, etc. Ok. Et ça, c'est Sounds of My Life. Ouais. Et l'autre, c'était quoi? Et l'autre, c'était Sound of My Soul. Ah, ok. Attention. Mais les deux, en plus, sont chez Akata. D'accord. On n'a pas un manga sur le shamisen? J'adore le manga, le son du shamisen. Je crois qu'il y a un comics sur le shamisen qui va sortir. Les groupes d'Okinawa sur le shamisen. Ah oui, alors sympa. je sur YouTube, sors cette info ça. sans avoir vraiment fact-checké, donc je ne sais pas du tout chez qui, je ne sais pas du tout quand, mais je sais qu'il y a un comic sur les shamisen. Sinon, c'est pas vraiment de la musique, c'est de la radio, mais il y a aussi de la musique dedans. Il y a Born to Be On Air, excellent manga de Hiroaki Samura. Qui n'a pas du tout le succès qu'il mérite. Ça passe totalement inaperçu en France, mais voilà, super titre aussi. Ouais. Voilà, on finit de citer comme ça. Et on va aussi en profiter pour dire que cette émission a été faite en coopération avec les voisins qui mangeaient, les voisins qui faisaient la cuisine, les voisins qui roulaient dehors, les voisins qui ont tiré des feux d'artifice, j'ai l'impression. À un moment donné, peut-être aussi. C'est l'habillage sonore là. Non mais voilà, c'est juste pour vous prévenir, on rentre dans l'été, on va enregistrer les fenêtres ouvertes. Là pour les prochaines émissions. Ils connaissent. Mais voilà, chaque année ça revient, les émissions fenêtres ouvertes. Voilà, vous avez eu un petit accompagnement. Qui s'est senti de nous jouer un petit morceau, tu vois. Alors, c'est ça. On t'attendait, Robin. Où est ton non, c'est pas ton ukulélé, ton shamisen. Où est ton shamisen? La semaine prochaine, on va faire une émission en lien avec la sortie d'un magazine. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On lance 5 DC Magazine. On lance le club. Il a dit, le papier coûte moins cher. Le club 5DC Magazine, c'était comme Dorothée Magazine, mais c'est nous qu'on le fait. Non, pas du tout. Non, on s'est associé avec l'équipe de Geek Magazine. Geek Magazine, qui est un magazine qui sort tous les trimestres avec des couvertures avec souvent Dwayne Johnson dessus, parce qu'il est toujours stylé. J'adore le catch. Alors donc du coup, faut qu'on fasse une couverture John Cena. Et bref. Couverture donc toujours stylée, et dans le nouveau numéro qui sort donc la semaine prochaine par rapport à la sortie de cette émission, il y a un supplément spécial manga dans le magazine. Mais dis donc. Les 50 mangas à sortir de l'ombre pour l'été, et nous avons collaboré avec les équipes de Geek Magazine pour vous faire cette petite sélection de 50 mangas à sortir de l'ombre pour l'été. Globalement, on a sorti un peu nos marottes. Oui.
mais pas que. Non. Il y a des titres, vous allez pas être surpris de les retrouver dans le guide, je pense. Comment ça, t'as mis Gone, Robin? Peut-être, non, mais peut-être qu'il y a d'autres titres qui ont fait l'unanimité dans l'équipe aussi. Mais ouais, je pense que dans l'ensemble, il y a quand même des super chouettes choses Il y a du choix. piocher, quoi. Avec Die Dark en couverture du supplément, ça c'est super stylé aussi. Voilà, donc c'est le Geek Magazine qui sort là et qui va être en relais, en librairie, en maison de la presse et en rayon pendant 3 mois. Donc voilà, ça vous laisse tout l'été, dès que vous avez un moyen de transport à prendre, hop, vous allez acheter le Geek Magazine avec donc ce supplément qu'on a fait en collaboration avec l'équipe édito de Geek Magazine. Et donc on va prolonger ce qu'on a fait dans le supplément la semaine prochaine dans l'émission. Donc on va aussi continuer, on va vous expliquer mettre tous les trucs qu'on n'a pas pu mettre une émission dedans. interactive. C'est ça. Non, on va vous expliquer déjà comment on en est arrivé à faire cette liste, le pourquoi du comment, et puis on va surtout vous proposer d'autres mangas et puis insister sur certains mangas qu'on a mis. Ouais, mais j'avais que 200 signes. Alors c'est trop cool. et ainsi de suite. Donc on fait ça la semaine prochaine. Voilà, j'espère que ça va vous plaire et puis que la lecture du petit supplément, et c'est un petit supplément, hein, vous attendez pas un truc de malade non plus, hein. Ah non, c'est pas une édition collector Non, mais qui voilà, a des dorures. Ouais, mais on a mis toute notre âme et notre énergie. oui. Mais voilà, on a mis plein d'énergie dedans, donc voilà, on espère que ça va vous plaire. Et on espère que cette émission sur la musique vous a plu. Et en fait, il y a tellement à dire sur la musique. Ah bah... Il y a encore tellement de titres, on n'a même pas parlé du manga de Maître Gims, quoi. Ni des pochettes d'Orelsan, ni du manga d'Orelsan, non, il est pas encore. Manga d'Orelsan, pas Ça viendra. Ouais, je pense. Julie, t'as même pas parlé de générique d'animé. C'est vrai. Alors que t'avais... Oui. Ouais, alors franchement. On n'a pas parlé de Cowboy Bebop. Bon, on a fait une émission dessus, donc on peut vous envoyer des... Non mais voilà, il y a un tas de trucs. Enfin, comme d'habitude, nos émissions ne sont jamais exhaustives parce qu'à chaque fois, on se rend compte qu'il y a un million de trucs qu'on a oubliés ou qu'on a mis de côté pour en mettre d'autres. Et puis après, on se laisse emporter par les discussions. Vous savez ce que c'est de toute façon. On vous remercie de nous avoir écoutés. On vous dit donc à la semaine prochaine maintenant. Bah oui. Bah ouais, à la semaine prochaine. Profitez bien du soleil, mais hydratez-vous. Hydratez-vous bien. C'est important. Allez, salut. Attention. Ciao. Salut, merci.